Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef de Rivers et de Basket Session. Avant qu'on commence le podcast, je vous rappelle que le dernier MOOC, le numéro 11 spécial Michael Jordan, est toujours disponible sur le site de Basket Session. Je voudrais aussi vous rappeler qu'il reste encore quelques exemplaires de notre réédition du MOOC 4 spécial New York. C'était une réédition premium en format vraiment XL sur lequel on avait encore plus mis l'accent sur la qualité. Donc là, il en reste vraiment quelques-uns simplement. Donc si vous avez loupé ce numéro qui vous intéresse, voilà, je vous invite à aller jeter un œil sur le site de Basket Session tant qu'il en reste encore quelques-uns. Et puis pour ce nouvel épisode, je suis rejoint par mes deux acolytes favoris et réguliers, Shai Mamou, Antoine Pimel, les plus fines plumes du basket en France. Comment ça va les gars, tout simplement, pour commencer? Tranquille. Super, un peu fatigué. J'ai regardé la NCAA féminine avec les exploits de Caitlin Clark à 41 points en triple-double. Voilà. Truc de hipster, mais je vous le conseille. Des trucs de hipster, je sais pas. En tout cas, des triples-doubles dans le tournoi final à 40 points, il n'y a pas dû y en avoir 50 ni chez les filles. C'est la première fois. Ah bah, c'est voilà. la première fois, ouais. Et je vous conseille de vous y intéresser, c'est sympa. Malheureusement, la française Lou Lopez-Sénéchal et Yukon ont perdu, mais il y a encore de belles choses à voir. T'avais pas annoncé Yukon vainqueur? Oh le salaud! Il le dit tous les ans, ça. Je l'ai vu passer. Il est dit sans regarder les rosters, ça. Ouais, c'est ça. Non, ouais. En début de tournoi, j'avais dit Yukon vainqueur. Ouais. Mais c'était la grosse cote. Ils sont décimés. Mais je te retiens. Je t'afficherai sur tes pronos la prochaine fois, t'inquiète. Bon, Regardez ça pour une late session. Pardon. Voilà, puisqu'on parle de déception, le thème du jour, tout simple, le crash quand même, je pense que le terme n'est pas trop fort des Dallas Mavericks. Pour rappel, donc, si ma mémoire est bonne, ils étaient, je crois, 4e ou 5e au moment du trade pour Kyrie Irving. Ils sont aujourd'hui 11e avec donc, sortie du play-in tournament donc, au jour J. Donc on est lundi 27 mars. Ils ont encore le temps effectivement de pouvoir corriger la balance et d'essayer de choper le play-in ou une place en play-off. Dans tous les cas, je pense que là, à court terme, ce deal est un fiasco. Je pense qu'on va pouvoir en discuter un petit peu dans le détail. C'est aussi problématique pour le long terme, enfin le moyen terme et le long terme, que la grève de Kyrie Irving n'ait pas suffi à relancer les velléités de Dallas cette saison. Nous, c'est vrai, pour un petit rappel, quand on avait fait un podcast dans la foulée du trade, on avait été quand même assez sceptiques, je pense tous les trois, sur l'intérêt pour Dallas de tenter le pari Kyrie Irving. Encore une fois, c'est vrai que dans les commentaires, certains nous avaient un peu accusés d'être des haters de Kyrie. La question, c'est pas tant ça, c'est vrai que c'est un joueur qui a tout le talent du monde, ça je pense qu'on est tous d'accord pour le souligner, mais qui pour diverses raisons, puis on va peut-être y revenir, c'était quand même un risque malgré tout de vouloir parier sur ce joueur-là pour sauver les chances de Dallas, notamment en raison aussi de la manière dont l'équipe de Dallas était déjà structurée à la base. Tout n'est pas bien sûr, n'est pas la faute de Kyrie Irving dans tout ça, mais c'est vrai qu'on était un peu sceptique, je pense, sur la manière dont la grève pourrait prendre. Pour commencer, Shai et Antoine, tout simplement, vous, malgré tout, est-ce que vous êtes surpris finalement de voir Dallas dans cette situation, ou est-ce que vous aviez imaginé que ça pourrait être à ce point un worst case scénario en gros? Ouais, je vais te répondre en me lançant des fleurs pour commencer. Mais oui. Non, mais pour montrer le scepticisme et pour montrer que le scepticisme il n'était pas uniquement lié à Kyrie. Moi, juste après, j'avais fait un article qui s'appelait 4 raisons pour lesquelles les Mavs vont droit dans le mur. Et c'était pas juste sur Kyrie, c'était pour tout ce que tu as évoqué juste avant, c'est-à-dire la façon dont cette équipe était composée, structurée, ce qu'ils ont récupéré dans le trade pour Kyrie. Il y avait plein de choses bancales, le coaching de Jason Kidd, sa communication, il y avait plein de choses qui me faisaient dire on avait des raisons d'être sceptiques au-delà de la supposée toxicité de notre ami Kyrie, qui pour le coup, j'estime, pourtant je suis très dur avec lui ces dernières années, j'estime même pas que c'est le principal responsable de la situation. Donc c'est absolument pas une surprise. J'aurais aimé qu'on se trompe parce qu'il y a plein de joueurs qu'on aime bien dedans, qu'on n'a pas envie de voir des équipes se cracher. Hein, c'est dans l'intérêt de personne. Mais là, c'était tellement prévisible et c'est même pire que ce à quoi je m'attendais personnellement parce que
Je pensais qu'à ce stade de la saison, on serait au moins certain de les avoir au play-in. Et là, c'est même pas le cas. Donc, c'est très compliqué. Ouais, moi aussi, j'avais été sceptique. Voilà, je vous encourage, de toute façon, je vous invite tous à réécouter le podcast qu'on avait fait après le trade, qui complétera, j'imagine bien, celui-là. Mais oui, voilà, moi aussi, j'avais été sceptique. Je pensais que c'était. Je pense, et je penserai encore sans doute que ce n'est pas un bon move, en tout cas que ce n'était pas le move qu'il fallait faire et que c'était trop risqué pour les Mavericks. Maintenant, de là vraiment à ce qu'ils se crachent à ce point, j'avoue que ça, je ne l'avais pas vu venir. Je pensais qu'au moins le talent de Luka Doncic leur permettrait de se maintenir au moins un flow pour jouer les playoffs. Alors, ils ont encore leur chance, hein, ça arrivera peut-être. Mais Luka, on le voit, n'est pas dans une bonne vibe. Apparemment, il a des soucis en dehors dans sa vie personnelle. Je pense que la situation au Mavericks n'aide pas, très certainement. Et ouais, non, j'avais pas imaginé une descente à ce point-là. Ils ont gagné 7 matchs sur 20 depuis l'arrivée de Kyrie. Alors pareil, je pense pas non plus que Kyrie soit le grand responsable, ou en tout cas il l'est indirectement dans ce cas-là. C'est pas tant ni son niveau de jeu ni son attitude. Je pense qu'il est irréprochable niveau attitude, et voilà, il essaye de faire ce qu'il sait faire sur un terrain de basket, mais cette équipe, c'est mal construit. Et j'imaginais pas que ce pari leur explose à ce point à la figure aussi vite. Mais quelque part, je vais te laisser du coup là-dessus Théo, quelque part je me dis que c'est presque bon pour eux que ça se casse la gueule le plus vite possible. Ouais, bah ça c'est vrai que c'est dur de savoir si... parce que tu faisais allusion au problème personnel de Luka, dont on ne connaît pas la teneur, et à la frustration dont il faisait part au micro hier après la dernière défaite quand même contre Charlotte, hein. Perdre 2 matchs de suite contre Charlotte, c'est quand même compliqué, hein. D'ailleurs, juste quelques chiffres quand même pour ce match-là. Ils ont quand même encaissé 37 points dans le premier quart-temps face à Charlotte, qui joue sans la mêlée au ball et qui joue pour rien du tout, en fait, qui essaye juste de choper Victor Wembanyama à la draft comme quelques autres équipes. C'est quand même ça dramatique. Pour revenir effectivement sur les aspects de terrain, au-delà de la personnalité de Kyrie qui est assez clivante, c'est vrai que ce qui nous avait fait peur tout de suite, je pense à tous les trois, c'était les aspects purement basket, défensif pour Dallas. L'an dernier, finalement, Dallas a été jusqu'en finale de conférence en s'appuyant sur une défense vraiment excellente. C'était quand même un des gros points positifs du coaching de Jason Kidd quand il a repris ses Mavericks, c'était d'en avoir fait une défense solide. Et en gros, c'était une grosse défense, Luka Doncic qui crée du jeu et des shooters autour. En gros, c'était ça la construction de l'équipe. C'est vrai en faisant ce trade pour Kyrie, ils ont tenté le pari du tout attaque en se disant on va avoir une attaque qui sera inarrêtable pour tout le monde et ça suffira à gommer les problèmes défensifs. Et en fait, c'est quand même pas le cas, quoi. Et je pense que quelque part, moi je m'inquiète un petit peu sur la capacité des Mavericks à évaluer la qualité de leurs propres joueurs, en fait. On l'avait vu avec le cas de Brunson, Jalen Brunson, qui est parti finalement sans contrepartie parce qu'ils avaient... ils avaient refusé de lui offrir une prolongation de contrat qui n'aurait vraiment pas été onéreuse au vu du niveau qu'il a acquis depuis. Là, je me demande aussi, dans le cas de Finney-Smith et même finalement de Spencer Dinwiddie, s'ils n'ont pas un petit peu sous-estimé l'impact et l'importance qu'ils avaient au sein de leur équipe, et en pensant qu'en faisant venir en échange un joueur du talent offensif de Kyrie Irving, ça allait gommer tout ça. Je pense que c'est quand même un petit peu inquiétant, même très inquiétant, parce que si on regarde, mis à part même la draft de Luka Doncic, c'est sur les 10 dernières années, il y a quand même peu de coups brillantissimes à mettre au crédit des Mavericks. Et moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu pour la suite. C'est pour ça que je suis un peu embêté pour répondre à ta question, Antoine, ou du moins pour prendre le flambeau que tu m'as passé. Mais est-ce que c'est mieux que ça soit maintenant ou que ça soit plus tard? J'ai envie de dire que vu la direction que prenait l'équipe, ça aurait été mieux que ça soit pas du tout, en fait, et qu'il s'épargne un tel fiasco, parce que c'est vrai que quand on voit à quel point Luka Doncic est fort, se dire qu'il va louper les playoffs, je trouve c'est quand même une gageure, surtout une année où la conférence Ouest était relativement ouverte, il n'y avait pas de monstre absolu, il y a quand même de la place. Bon, c'est pas fait encore, hein. Bien sûr, ils peuvent encore faire les playoffs, personne voudra les jouer, personne cherchera à jouer Luka Doncic dans une série de 7 manches en 7 manches, mais malgré tout, je trouve qu'ils sont très très mal embarqués cette année, quoi qu'il arrive. Mais alors,
juste pour réagir, ce que je voulais dire par vaut mieux que ça arrive maintenant, c'est-à-dire une fois que le trade est fait, pour moi, en fait, ce trade, comment je voyais la chose, je me disais, bon, ça va pas marcher, mais le pire qui peut leur arriver, c'est qu'ils s'entêtent et qu'ils s'obstinent avec cette idée d'associer les deux et que ça leur joue des tours, notamment le jour où Kyrie, inévitablement, relâchera une dinguerie comme il en a lâché un peu partout. Je suis désolé, j'ai plus aucun doute là-dessus, moi, maintenant, aujourd'hui, qu'il y a un moment où ça posera problème. Il y a même déjà des dirigeants qui, en anonyme, alors c'est toujours très facile en anonyme, c'est toujours très facile d'un point de vue extérieur, mais voilà, il y en a déjà qui disent que de toute façon, Kyrie sera irréprochable jusqu'au moment où il signe son contrat, et dès qu'il aura eu son argent, ça sera une autre paire de manches. Et j'avoue être un peu du même avis. C'est même pas pour l'accabler, je pense que c'est l'expérience Kyrie depuis quelques années maintenant, je ne m'attends pas à autre chose. Donc, ce que je veux dire par là maintenant que ça se casse la figure maintenant, que ça foire à ce point, si jamais il devait vraiment manquer les playoffs, mais je pense encore une fois que ça ne s'est pas fait parce qu'ils ont quand même le talent ils n'ont qu'une victoire de retard sur la 10e place, je veux dire, ils ont encore vraiment le talent pour les jouer. Si ça devait arriver, ça leur permettrait peut-être de se poser vraiment la question cet été, mais est-ce qu'on le re-signe, ce mec? Et encore une fois, je pense que ce n'est pas le cœur du problème. Le cœur du problème est toute la construction, les personnalités, comme tu as dit, il y a eu énormément de mauvais choix. Mais même, voilà, se poser des questions sur Jason Kidd, se poser des questions sur comment ils construisent l'effectif, sur est-ce qu'ils gardent Kyrie ou pas. C'est des questions. Si cette équipe, elle sort au premier tour des playoffs en 6 manches, en se battant, on va se dire, ah bah, c'était la première saison ensemble, il faut attendre, tu vois, et ainsi de suite. Et il y aura toujours une excuse. Là, si vraiment ça se casse la gueule dès maintenant, il y a peut-être cette conversation qui, je pense, est très importante à Dallas, de dire, OK, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? J'ai l'impression qu'ils ont fait un pari désespéré, là où ils n'avaient pas besoin d'être aussi désespérés, quoi. Il n'y avait pas besoin d'attendre la première star disponible pour d'un coup lâcher Dinwiddie et Finney-Smith. Ouais, c'est ça le problème. C'est-à-dire que pour moi, s'ils avaient cette capacité ou cette volonté de lâcher ces joueurs-là, de faire ce package-là, pour moi, il fallait le faire avec peut-être déjà d'autres joueurs que Kyrie et essayer de garder un semblant d'équilibre parce qu'il y avait déjà des soucis défensifs cette année sans ce move. Et là, tout ce qu'on a ciblé juste après le trade, c'est-à-dire les problèmes de défense intérieure, ils se sont dit oh, bah, c'est bon, on a Maxi Kleber, il est bien cool, ça va suffire. Il fait ce qu'il peut, c'est un joueur valeureux et tout, mais ça résout rien. Et Kidd continue de chercher les formules et il est désespéré. Et ça me fait mal de le dire parce que vous savez que c'est un de mes joueurs préférés. Et il est désespérant aussi dans sa communication, dans ce qu'il transmet aux joueurs et l'énergie qui se dégage de l'équipe. Parce qu'il peut y avoir le tactique, le sportif, c'est très important, hein, c'est d'avoir un coach qui maîtrise l'aspect tactique et tout ça, mais quand l'équipe elle a la tête dans le seau comme ça, que ton meilleur joueur il a visiblement des soucis personnels, il continue de jouer, hein, il continue de claquer du 40 points, il n'y a pas de souci, mais si l'énergie qu'il dégage elle n'est pas bonne et que ça n'aide pas l'équipe à sortir la tête de l'eau, c'est un problème aussi. Et en plus, tactiquement, il trouve pas de solution. Des matchs où là Powell cette nuit il joue 4 minutes, il se dit bon bah finalement c'est pas la bonne solution, il retente d'autres trucs, un coup Josh Green, un coup Hardy, enfin c'est à ce stade de la saison, pour moi c'est ultra problématique de pas avoir de bonnes formules à proposer. Et là c'est pour dédouaner Kyrie, il n'est pas irréprochable. Je l'ai pas trouvé moi irréprochable comme on le dit depuis qu'il est là parce que il y a eu 2-3 petits trucs très discrets à l'échelle de Kyrie, mais pour moi c'était déjà pas mal. Mais sinon, je veux dire, il apporte ce qu'il est capable d'apporter offensivement. Il est plutôt là, il fait pas trop de vagues plus que ça, mais le problème est global. Ils n'ont rien résolu avec le trade qu'ils ont fait, ils se sont mis d'autres problèmes dans les pattes. Et là, même s'il y a la qualification au playoff, qui est mathématiquement plus que possible, je suis plus dans cet état d'esprit où je me dis, bah c'est bon, ils ont Doncic, donc dans tous les cas, personne ne veut les jouer. Ils ont dans tous les cas confiance en ce qu'ils peuvent faire. Là, pour moi, il n'y a plus de formule bonne et on a un soliste plus un autre soliste et autour des gens qui naviguent un peu à vue, un coach qui est en perdition, et c'est ultra compliqué d'être optimiste alors qu'il est pour moi. Ouais, d'autant que même quand ils ont pu être alignés tous les deux, ça n'a pas particulièrement marché. Ils ont gagné 3 donc ils ont un bilan de 3 victoires pour 7 défaites quand ils ont joué ensemble. Donc c'est pas non plus comme si ça avait été la formule magique. On se rappelle du côté des Nets, on se disait quand ils avaient Harden, Kyrie Irving et KD, et ils étaient inarrêtables. Effectivement, sur le tout petit échantillon où les 3 joueurs ont pu jouer ensemble, il y avait une attaque qui était partie pour être historiquement l'une des plus incroyables de tous les temps. Là, c'est même pas le cas quand ils sont tous les deux alignés.
signer. D'autant que je suis pas non plus étonné parce que pour le coup, pour Lucas, je pense que c'est pas simple non plus de s'adapter. Lui qui est habitué à avoir tout le temps la balle, à jouer tous les ballons. Je pense que pour le coup, vu son jeune âge, malgré tout son talent et son QI et basket incroyable, ça demande un petit peu quand même de... Il y a une courbe d'apprentissage, je pense, pour que ça puisse vraiment fonctionner. Ce qui est flippant, je vais revenir à la question que tu soulevais tout à l'heure, Antoine, que faire en gros de Kyrie cet été pour Dallas? Donc Kyrie Irving est free agent cet été. Ça serait malgré tout dramatique en fait pour Dallas si jamais Kyrie devait partir sans contrepartie. La meilleure solution, moi, je pense, pour Dallas, ce serait d'arriver à monter un sign and trade pour pouvoir le re-signer, puis le trader dans la foulée pour récupérer des assets, alors que ça soit un joueur aussi fort, soit au moins pouvoir refaire le plein en matériel, en gros, pour pouvoir mettre ensuite d'autres deals en place et renforcer l'équipe, ou du moins construire une équipe plus cohérente. Mais ça demande quand même... C'est très flou. Il faut que tu trouves un partenaire qui est intéressé pour avoir Kyrie Irving pour que ça le fasse. Il faut que Kyrie Irving soit d'accord aussi, parce qu'il a le choix aussi de dire non, j'en ai rien à faire. Moi, je suis free agent, je vais directement signer avec une autre équipe. J'ai pas besoin de vous rendre service pour quoi que ce soit. Donc, il y a tellement de paramètres qui sont pas comment dire que Dallas maîtrise pas. Ça me semble super compliqué et c'est vrai que l'été me fait flipper quand tu penses que lui est free agent. Il y a Christian Wood qui est free agent aussi. Pareil. Ouais. S'il part sans contrepartie, c'est encore un sale coup pour Dallas. Donc l'été me semble... Ça peut être l'été peut être cauchemardesque en fait pour Dallas. Je vois pas qui va donner un contrat max à Kyrie aujourd'hui, même si c'est ce dont il a envie. Tout le monde peut prendre en compte aujourd'hui le fait que c'est plus le joueur... même si ça reste un joueur au talent exceptionnel, c'est un joueur qui vient avec ses... complexité et qui te provoque une situation qui n'est pas simple à gérer, aussi bien sportivement que sur le plan extra-sportif. Je ne sais pas quelle équipe, que ce soit via un sign and trade ou même en tant que free agent, et Dallas y compris, ce serait pour moi un move risqué. Je ne sais pas quelle équipe va le faire. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il devrait déjà envisager l'avenir sans Kyrie et différemment, parce que ce serait un... Je sais, hein, Antoine en a parlé, je pense que la tendance voudrait qu'il reste là parce qu'ils lui ont fait confiance pour le relancer, etc. Mais je suis très sceptique, honnêtement. J'ai aussi l'impression qu'il a envie d'aller, qu'il va aller là où il a envie d'aller, que là, il sera dans une situation où il sera en mesure de choisir ce qui est le mieux pour lui, et on sait à quel point ça lui tient à cœur, la liberté de choix et tout ça, et je n'ai pas l'impression que ce sera à Dallas, hein, parce que là, il commence déjà à se braquer un petit peu, il commence à sentir que les gens le blâment, pas à raison d'ailleurs, hein. Il est très ciblé directement. Ah bah voilà, depuis qu'il est là, tout part en cacahuète, et j'ai l'impression qu'il va passer en mode Kyrie, il va mettre la carapace et se dire bon bah je vais aller là où on veut bien de moi et où je vais pas être désigné responsable d'emblée. Après où est-ce que ce sera, je sais pas. Mais... Moi, juste un truc pour revenir juste sur le terrain d'abord. Ce qui m'a marqué, au-delà de tout ce qui est vrai sur la défense, hein, le problème de défense intérieure, comme tu disais, Théo, tu commençais aussi à dire que l'attaque, c'était pas non plus extraordinaire et que c'était un apprentissage pour Lucas. Il n'y a pas de connexion entre Kyrie et Luka Doncic sur le terrain. Je ne parle pas de leur relation en dehors, je parle uniquement de leur synergie sur le terrain. Alors oui, ça fait pas non plus beaucoup de matchs, mais il n'y a pas. Il n'y a pas. Et pire, je trouve qu'il y a de moins en moins. On en parlait tout à l'heure un peu avec notre stagiaire Benjamin Moubèche. C'est-à-dire qu'au début, il y a eu un peu d'effort. Et en fait, maintenant, c'est juste à toi, à moi. Il n'y a pas une vraie association. Il n'y a pas quelque chose où chacun se tire vers le haut. C'est juste un tour de rôle. Et je pense que c'est l'adversité qui fait ça, en fait. Dans l'adversité, tu vois les vrais comportements. Et aujourd'hui, Luka Doncic, je pense qu'il n'est pas tout à fait prêt. Je me souviens, avant même qu'il y ait ce transfert, on se posait déjà les questions. Mais là, l'étape pour Luka, c'est quand il y aura un autre vrai joueur autour de lui, d'apprendre à vraiment jouer avec lui. Pour l'instant, il est pas. Peut-être que c'est pas le bon joueur autour de lui aussi, mais en tout cas, pour l'instant, c'est compliqué. Vraiment, c'est chacun leur tour. Pareil, je vous invite à regarder les matchs des Mavericks. Vous verrez que c'est juste des possessions qui s'enchaînent. Notamment hier en première mi-temps, c'est très marquant, des pick and roll et des isolations qui s'enchaînent entre les deux, où chacun essaye de faire la différence, hein, pendant que l'autre attend, grosso modo. Donc il y a déjà même pas cette connexion. Moi, je la trouve inquiétante parce que Dallas, quitte à ce qu'ils prennent des points, il fallait qu'il y ait une espèce d'attaque, une force offensive sans précédent, tu vois, où tu mets 125 points, t'en encaisses 120, mais t'en mets 125 parce que tu as deux stars qui se tirent vers le haut, tu vois. Tu peux prendre exemple de ce que font Garland et Mitchell, même si Cleveland est une équipe défensive, tu vois, avec deux stars qui tournent bien ensemble.
Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Kyrie va être ciblé en défense. La défense intérieure est catastrophique. Mais en plus, en attaque, c'est pas tout à fait ça. Et je pense que quand il y aura des moments difficiles, c'est pas des joueurs qui vont réussir à se tirer vers le haut. Ça, c'est la première chose. Maintenant, juste pour l'avenir de Kyrie Irving, moi, j'arrive pas non plus vraiment à savoir est-ce qu'il va re-signer, pas re-signer. J'ai l'impression que ce qu'il veut, lui, c'est l'argent. Que ce qu'il veut, c'est le gros contrat. Et ça, par contre, j'ai l'impression que c'est vraiment la priorité. C'est quand même ce qu'il a fait partir de Brooklyn. Hein. C'est quand même une semaine avant son trade, ils sont en train de négocier une extension de contrat. Donc au final, même s'il en voulait aux Nets, il était prêt à rester aux Nets. Malgré tout ce qui s'était passé à Brooklyn, il était prêt à rester à Brooklyn du moment qu'on lui donnait le max. Donc tu vois, même si c'est vrai, on aime bien le scénario de se dire il a préparé sa vengeance, puis il a foutu le bordel. Au final, en fait, en réalité, si Sean Marks dit je te donne le max, on a vu, il restait à Brooklyn. Ce qui compte, j'ai l'impression que vraiment l'argent est ce qu'il veut. Il veut son contrat long terme, il veut son contrat qu'il le sécurise. Surtout pour un mec comme lui qui peut disparaître du jour au lendemain. C'est de l'argent garanti quand même. Si au bout de 2 ans, tu décides d'arrêter, tu es quand même payé, tu vois. Donc, quelque part, je pense qu'il veut sa thune. Et j'ai l'impression qu'effectivement, Dallas va se retrouver un peu comme vous dites, en fait, en position où tu n'as pas trop le choix, vu que maintenant, tu as misé dessus. Et je pense qu'en fait, vraiment, maintenant que les Lakers ont récupéré D'Angelo Russell, je pense qu'il n'y a vraiment aucune équipe qui va proposer le max à Kyrie Irving. Et j'ai peur que les Mavericks se ressentent un peu obligés de le faire, quoi. Alors la question, ça va vraiment être autour du max en fait, parce que je pense qu'il y a des équipes, le talent de Kyrie est tel qu'il y a toujours des équipes qui auront, je pense qu'il y aura toujours des acheteurs en fait, il y a toujours des équipes qui voudront faire venir un tel talent. La question maintenant, pour le coup, c'est vraiment à quel prix, et je suis pas sûr effectivement que pour le max, il y ait tant d'équipes que ça qui voudront se positionner. Il y a 2 choses sur lesquelles je voudrais revenir par rapport à ce que tu as soulevé, Antoine, du côté de Luka en fait, effectivement de sa capacité à jouer avec un autre très fort joueur. Je pense que ça demandera de l'adaptation. Ceci étant dit, contrairement à d'autres joueurs, en fait, moi je suis plutôt optimiste sur sa capacité à pouvoir le faire, pour la simple et bonne raison que de par son parcours, il l'a déjà fait en fait. Il l'a déjà fait quand il était au Real Madrid et qui était un tout jeune joueur qui devait trouver sa place dans une rotation et déléguer tout un tas de responsabilités au cadre de l'équipe de l'époque. Il l'a aussi fait en sélection avec la Slovénie. Quand ils ont été champions d'Europe, c'était Goran Dragic, le MVP de l'Euro. Il y avait un partage des tâches qui fonctionnait vraiment bien à l'époque. Donc maintenant, c'est vrai que sur la dernière compétition internationale, finalement, la Slovénie jouait comme les Mavericks, dans le sens où c'est lui qui portait tous les ballons, etc. C'est aussi parce qu'il n'y avait pas dans cette équipe slovène actuelle un joueur du talent de Luka. Mais je pense que ça, c'est faisable pour l'avenir. Et pour revenir sur ce que tu disais, est-ce que c'est le bon moment pour que ça se passe? Je pense que c'est pas si mal au bout du compte qu'il puisse voir ses limites aussi et qu'il puisse réaliser tôt qu'il a besoin d'aide pour s'il veut vraiment être un champion, ce dont je ne doute pas une seule seconde. Je pense que c'est vraiment un compétiteur qui n'a pas simplement les triples-doubles en tête et les stats individuelles. Après, est-ce que l'aide en question, c'est l'aide d'une autre star ou c'est juste un collectif bien huilé et qui fait sens autour de lui? Moi, je préfère cette option-là parce que après, je suis toujours plus en faveur d'une équipe à l'ancienne avec une star bien établie et un collectif qui tourne bien, comme était celui des Mavs la saison dernière d'ailleurs. Je pense qu'il y a besoin des deux. Il y a des deux, et tu as besoin des deux en fait. J'entendais Bill Simmons dire que il disait qu'il regardait les Nets jouer, et puis on pourra revenir sur Brooklyn plus tard, mais il disait c'est l'équipe parfaite pour Luka Doncic en fait. Il y a des mecs qui peuvent défendre sur tous les postes, des shooters, tu as un mec comme Mikal Bridges qui a progressé dans la création ballon en main, etc. Et en fait, effectivement, il te faut des joueurs il te faut un système qui fonctionne, des joueurs qui fonctionnent, mais tu as aussi besoin d'un, voire de 2 joueurs potentiels stars. Après, est-ce que ça veut dire superstar? C'est une autre question. Effectivement, je pense qu'il y a d'autres moyens d'y arriver, mais tu as besoin de stars malgré tout. Pour moi, non, de star, ouais, mais pour moi, si tu mets Luka à Brooklyn là avec l'effectif qu'il y a actuellement, pour moi, c'est un contender à l'Est, tu vois. Clair, complètement. Voilà. Mais t'as une star. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de. Mais il y a une autre star. Pour moi, Mikal Bridges est une autre star. Ouais, moi aussi, je considère. Moi, je le mets pas encore comme une star c'est pas une star de la ligue qui va réclamer les ballons. Kyrie, par défaut, par son statut et ce qu'il a fait, il vampirise un peu plus. En termes de statut. Mais est-ce que tu dirais la même chose de Paul George, par exemple? Tu vois, c'est pas quelqu'un qui vampirise ou qui réclame la balle, en fait. C'est une star qui. Non, après, pour moi. Comme Chris Middleton, en fait. Ouais, pour moi, ça, c'est très bien. Il y a un parallèle avec Chris Middleton, mais ça reste une star. Alors pour moi, c'est vraiment un super lieutenant. J'ai du mal à me dire c'est une star.
en termes de statut. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est plus le statut. Je parle pas du niveau du joueur. Là, le niveau de Bridges, il est excellent. On voit ce qu'il fait match après match. Le niveau d'un Middleton à son meilleur niveau, c'est excellent. Je parlais plus en termes de statut et presque de célébrité, quoi. Parce que c'est un peu comme ça, les stars qui s'associent, KD, Kyrie, Harden, etc. Enfin, là c'est ce que j'entendais pour Dallas. Pour moi, s'il a un Michael Bridges, c'est parfait. C'est excellent, il n'y a pas de souci. Ou un Jalen Brunson comme il est aujourd'hui. C'est un lieutenant parfait sans que ce soit une superstar qui réclame l'attention et les égards d'une star. C'est ça que je voulais dire. D'accord, c'est sur le statut des joueurs. Alors, je comprends ce que tu veux dire. Et il y a une autre chose, sur laquelle je voulais revenir, mais après, on n'est pas obligé de développer. C'est sur Kyrie lui-même, en fait. Parce qu'il y a quand même la question. Alors là, il y a peut-être beaucoup de subjectivité de ma part, mais malgré tout son talent, moi, je vous cache pas que j'ai jamais réussi à voir en lui un joueur vraiment qui fait gagner ton équipe. Alors, bien sûr, il a été champion NBA avec les Cavs et avec LeBron. Mais si on regarde le bilan des Cavs avant le retour de LeBron, quand c'était lui la seule star, alors l'effectif n'était pas flamboyant, je suis d'accord, j'attendais pas qu'il porte l'équipe et qu'il les emmène jusqu'au titre tout seul, mais c'est pas extraordinaire. Quand il est à Boston, finalement, on est obligé de revenir un petit peu dessus. L'année où ils vont le plus loin, c'est l'année où il est blessé, où il joue pas toute la fin de saison. Il y a quand même ce problème, je trouve, dans le sens où c'est un joueur incroyable techniquement. Il est beau, il fait des choses incroyables, mais moi je vois pas en lui vraiment un joueur qui forcément te fait gagner. Et ça veut pas simplement dire par l'apport sur le terrain, il y a aussi des joueurs qui te font gagner par la culture qu'ils apportent dans ton équipe, qui vont arriver, qui vont changer tout l'état d'esprit d'un groupe. Je pense à un joueur, pour le coup, un ancien joueur des Mavs, mais Tyson Chandler, l'année où ils sont champions NBA, tous les mecs te disent c'est Tyson Chandler, il a créé une atmosphère, une envie de défendre incroyable, c'était genre notre capitaine sans être capitaine. Tu vois, Kyrie, je trouve qu'il est dans aucune des deux catégories. Enfin, c'est mon avis peut-être très subjectif. Et c'est pour ça que, même avec le recul, j'ai du mal à comprendre le calcul et le pari de Dallas. Je l'aurais compris pour bien d'autres joueurs. Peut-être pas en sacrifiant autant de joueurs malgré tout. Mais ce pari me semblait trop risqué, en fait. Tout simplement trop risqué, vu que, surtout après l'échec de Jalen Brunson qui est parti de New York sans contrepartie. Tu dis, si c'est le moment où tu dois montrer à ta star qu'on fait ce qu'il faut pour bâtir un contender, c'est quand même... c'était un pari que je trouve qui était trop risqué, tout simplement, quoi. Je suis d'accord. Moi, je reviens un peu là-dessus. Je comprends pas l'urgence, en fait, qu'il y avait. Je comprends que la saison, tout le monde est en train de dire « Ah, Lucas a besoin d'aide, Lucas a besoin d'aide. » Et je suis d'accord, et nous-mêmes, on l'a dit. C'est vrai, là, les Mavericks n'étaient pas partis pour faire champion cette année. Mais Luka Doncic, il est encore sous contrat. Je sais qu'il ne faut jamais prendre trop à la légère le temps et tu ne peux pas juste te dire on a le temps, on a le temps, on a le temps. Effectivement, il faut essayer de bâtir, mais tu n'as pas besoin de brûler une étape pour un joueur aussi risqué. Kyrie Irving, c'est vraiment un pari que tu fais quand tu es au fond du trou. Tu es les Lakers, tu vois, tu es les Lakers avant leur move de mi-saison où tu te dis non, mais on n'a pas le choix, on doit faire les playoffs, on n'a pas de pic, on a les LeBron James, il faut qu'on fasse quelque chose. Là, les Mavericks, non, tu as le temps. Pourquoi ? Tu viens déjà de perdre Kristaps Porzingis qui ensuite brille aux Wizards. Tu viens de laisser filer Jalen Brunson qui s'affaire au Knicks. Pourquoi tu te sépares de deux joueurs valuable, dont un qui vraiment représentait ta défense intérieure et ta défense même tout court, grâce à sa polyvalence, je pense à Finney Smith, pour faire venir un joueur aussi controversé qui, 5 mois avant, personne n'en voulait. Je ne comprends pas l'urgence de ce scénario, en fait. Ouais, d'autant que... T'as raison de parler du temps, parce qu'en fait, moi j'ai le sentiment qu'ils finalement ils perdent du temps. C'est-à-dire que là, maintenant, ils se retrouvent dans une situation potentiellement où il va falloir quand même reconstruire un effectif, mais ils n'ont pas le matériel pour le faire en accéléré, donc ça va prendre 2-3 saisons. Si ton objectif c'est d'être... je dis pas, quand tu as un joueur comme Doncic, tu peux faire les playoffs tous les ans en fait, c'est pas la question. Mais si tu veux être un contender qui joue le titre, ça va te prendre 2-3 saisons. Il n'y a pas de solution miracle où cet été, avec ce qu'ils ont en stock, ils vont pouvoir changer l'intégralité de leur roster et devenir du jour au lendemain, l'équipe vont dire attention, là les Mavericks c'est les principaux contenders pour le titre à l'Ouest l'an prochain. Il n'y a pas de scénario pour ça. Juste d'ailleurs, très brièvement, pour la situation un peu des Mavericks, avant le contrat de Kyrie Irving, donc là, avant une éventuelle re-signature, ils ont déjà 108 millions dans le cap cet été. Donc il y a peu de marge disponible, sachant qu'ils vont sans doute, ou en tout cas potentiellement peut-être donner le max à Kyrie. Je ne sais pas, ils pourront certainement pas re-signer à la fois Kyrie et Christian Wood en plus.
Donc bref, ou même s'il venait à signer aucun des deux, il y aurait effectivement un peu de marge, mais rappelons que c'est pas une destination qui attire les free agents. Ils ont pas arrêté de... Tout le monde les recale. J'en avais parlé une fois dans Athletic Session, là, une vidéo en tête où il y a, il y a des joueurs des Pélicans, il y a McCollum, Ingram et Zion, et on leur demande dans quelle ville ils aiment en dehors de New Orleans, évidemment. Et tu as Zion qui répond Dallas, et tu as Ingram et McCollum qui le regardent, genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais pas Dallas, mec, genre, tout sauf ça, qu'est-ce que tu vois? C'est quand même pas une franchise qui est à la cote. Ça fait des années qu'ils se font recaler. Ils ont le contrat de David Bertans qui est tout pourri. Ils ont le contrat de Tim Hardaway Jr. qui vaut plus grand-chose. Ils n'ont pas tout leur pic, même si là, ils vont enfin, c'est la fin à partir de cet été, normalement, peut-être celui d'après. En tout cas, ils sont un peu bloqués sur leur pic. Ils ne peuvent pas en refourguer des tonnes. Donc, c'est une équipe qui n'a pas de marge, pas beaucoup d'atouts, qui n'attire pas les free agents, qui, en plus, au niveau de la franchise, n'avait pas une énorme réputation. Ça fait beaucoup, en fait. Ça fait beaucoup qui a été entaché par des scandales, même si, bon, je pense que les joueurs, ils y prêtent sans doute pas la même attention que nous, honnêtement. C'est quand même... Mark Cuban a souvent chouchouté ses joueurs. Ça fait quand même beaucoup d'éléments à charge pour reconstruire une équipe qui, effectivement, comme tu l'as dit, il faudrait plus qu'une intersaison là, pour construire une équipe, une équipe pour le titre. Il en faut au moins 2, voire peut-être 3. Et là, pour le coup, tu arrives au bout du contrat de Luka Doncic. Ouais, je pense que si ça marche pas, je pense que Cuban va mettre fin à l'expérience avec Nico Harrison, parce que là, j'ai eu l'impression que sur le cas de Kyrie, il lui a vraiment laissé la marge de manœuvre pour prendre ce risque-là, parce que Harrison et Kyrie se connaissent depuis longtemps et c'est un peu son gars. Il s'est dit, c'est moi qui vais le relancer. Dans les confs de presse, il arrêtait pas de dire il n'y a aucun risque à le faire venir, il y a même un risque à ne pas le faire venir, sinon on n'arrivera pas à avancer. Je pense que là, la responsabilité va lui échoir si ça ne fonctionne pas et on sera reparti pour une reconstruction très importante à Dallas. Je ne vois pas les choses autrement, en fait. Et c'est d'autant plus inquiétant, tu as raison, Shai, de souligner que finalement, il n'y a rien à reprocher objectivement à Kyrie, quoi. Il a été là, il a joué, il a pas... Enfin, il n'y a rien à lui reprocher, en fait. Il est sur le terrain, il est bon. Donc, c'est pas comme dans le vestiaire, il est intéressant aussi. Excuse-moi, je te coupe. Ouais. Il est adulé, enfin, il n'est pas adulé, il est encensé pour sa présence dans le vestiaire. Donc, il y a juste un truc. C'est la meilleure version de Kyrie qu'il pouvait avoir, tout se passe bien, et pourtant, ça ne fonctionne pas. Il y a juste un truc, mais alors voilà, j'ai pas assez enquêté pour dire que c'était un problème, mais juste le fait de le voir manquer 2 matchs pour aller aux funérailles d'un activiste new-yorkais qu'il n'avait jamais rencontré, mais ça lui a quand même fait manquer 2 matchs, et c'est pile à la période, sur la période à laquelle il est revenu avec une blessure au pied. Enfin, le timing m'a paru un peu... alors, c'est pas, je veux pas chercher la petite bête à tout prix, mais voilà, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de fumée sans feu à ce moment-là, et qu'il commençait à prendre un peu de liberté, à faire ce qu'il voulait. Derrière, sur le terrain, je veux dire, il a fait à peu près ce qu'on lui demandait. Hein. C'est pas du tout de sa faute si les Mavs sont comme ça. Mais et là, comme par hasard, toujours pas. Encore une fois, je veux pas passer pour le Kyrie hater. C'est un mec que j'ai adoré au début de sa carrière et même humainement. Hein. Mais là, on voit que les Mavs sont dans le dur. C'est pile le moment où il commence à se braquer un peu en conf de presse, où sur Twitter, il commence à remettre des dessins, des caricatures sur l'espèce de complot mondial et le système qui est. Et en général, après, il se passe rien de bon quand il commence à être plus occupé par les à côté du basket, qui sont très importants. Hein. Je veux dire, on le répétera jamais assez, hein, mais c'est juste que Kyrie, on connaît le mode de fonctionnement, et quand il commence à être dans ce mode-là, c'est que sur le terrain, ça va pas, et qu'en dehors, ça va pas spécialement non plus. Et c'est pour ça que je pense qu'il est pas forcément très épanoui à Dallas, et que c'est pas voué à se poursuivre très longtemps. Ouais, donc la question, ça reste ça pour Dallas cet été, c'est quel scénario à Kyrie, comment aborder la question. C'est vrai que même quand ils avaient fait venir Christian Wood, moi j'ai trouvé que c'était plutôt un bon move en fait pour Dallas. J'avoue que je m'explique pas complètement pourquoi ça ne marche pas aussi, ça marche pas mieux. Si c'est un problème de relationnel entre Jason Kidd et Christian Wood, c'est vraiment... Après, là aussi, il faut reconnaître que finalement, c'est un mec qui est jamais resté plus d'une saison quasiment dans une franchise, à part aux Rockets où ils l'ont gardé, parce que de toute façon, il était là, voilà, il l'avait récupéré, il voulait pas en faire quelque chose en particulier, juste il attendait qu'il y ait une bonne offre pour pouvoir s'en séparer à nouveau. Donc là, il y a aussi certainement quelque chose à regarder du côté du joueur en lui-même. Mais finalement, si tu le fais venir en disant, bon, on va le relancer, si ça marche bien, et que ça marche chez nous, et qu'on lui montre qu'on sait comment maximiser son potentiel, il va re-signer, même si on sait qu'il sera free agent cet été. Mais là, si tu te retrouves avec 2 mecs maintenant qui peuvent se barrer, et que toi, tu as donné beaucoup de choses en échange pour finalement, potentiellement, ne même pas faire les playoffs,
c'est vraiment catastrophique. Et comme tu disais, Shai, je pense que cet été, il y a des questions à se poser du côté GM, potentiellement aussi du côté du coach. L'an dernier, j'ai été le premier à dire que faut que ça saute. J'y avais pas cru, mais que Jason Kidd avait fait une super saison. L'an dernier, son impact avait été palpable. Rien à dire de ce côté-là. C'est aussi un coach qui est rarement resté longtemps dans une même franchise depuis qu'il est entraîneur. Ça se passe rarement bien sur il est sans concession, on le voit bien de toute façon. Dès que ça va pas, dès qu'il commence à y avoir des difficultés au niveau de la communication et même des choix un peu old school sur la façon de gérer les rotations et tout ça, c'est compliqué. Je pense vraiment pas que Kidd soit un mauvais coach, mais c'est pas un coach pour toutes les situations. Et là, franchement, aller voir les réactions d'après-match après chaque défaite des Mavs, c'est terrible. Il en a fait des incroyables depuis le début de la saison. Enfin, je suis un spectateur comme un autre, j'ai juste des meilleures places que vous. Et il dit ça. C'est que des trucs comme ça, et c'est même pas sur la boutade où il rigole. Et il est vraiment non, moi j'y peux rien. C'est aux joueurs de se démerder en gros. Enfin, c'est fou. Ouais, compliqué. Pour finir, peut-être refermer la page sur Dallas. Même si j'imagine qu'on a dit pas mal de choses à ce sujet déjà. Est-ce que vous voyez, quel serait pour vous plutôt le scénario idéal pour Dallas? Donc je parle pas de la fin de saison, mais plutôt de l'intersaison. Début de saison prochaine, au training camp, quelle serait la situation idéale pour Dallas? Est-ce que vous en voyez une pour Dallas? Je sais pas comment. Il faut quel miracle pour que Pascal Siakam il se retrouve à Dallas. C'est des joueurs comme ça, mais ça veut dire qu'il viendra pas en échange de Kyrie Irving, justement. C'est ça. Non, mais non. Alors, dans mon scénario, Kyrie il part, on va savoir où. Mais en fait, si Toronto venait à transférer Siakam, ce qui encore une fois n'est pas dit d'ailleurs, quelle offre font les Mavs pour pas. Enfin, je veux dire, les Blazers, en 2 mouvements, ils te font une meilleure offre, et je suis sûr qu'il y a 3 fois meilleure offre que les Blazers. On parlera d'autres équipes après, je pense à OKC. Enfin bref, mais Dallas serait en bout de liste parmi les 6-7 équipes intéressées susceptibles de faire une offre. Dallas serait, je sais pas, faudrait lâcher Josh Hardy ou Josh Green ou Jaden Hardy, peut-être sans doute les deux vu que t'as pas vraiment de pic. Mettre aussi un transfert. Enfin, c'est pareil, je suis comme toi, je sais pas comment ils peuvent y arriver, mais le seul moyen de rester compétitif, c'est de trouver ce fameux sidekick ou lieutenant de luxe pour Doncic. Et je sais pas à quelle échéance ils peuvent y arriver et de quelle manière sans se déplumer totalement. Ils se sont coupés l'herbe sous le pied en faisant venir Kyrie et en perdant des assets. Honnêtement, c'est très dur, je trouve, d'être optimiste à court terme pour Dallas. Il peut, à moins que peut-être qu'on surestime les problèmes qu'ils ont actuellement et que ça va effectivement se régler, comme ils essayent de le dire, sur une série de playoffs, que ça aille bien et que derrière, ils se disent finalement, il y a peut-être quelque chose à faire. Je sais pas, il y a peut-être une union sacrée. Voilà, c'est le seul truc positif. Sinon, je vois pas comment ils peuvent sortir de là dans l'immédiat. Là. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment compliqué. Moi, finalement, le scénario idéal, je pense, pour Dallas, ce serait de pouvoir mettre en place un sign and trade pour Kyrie Irving pour récupérer soit un autre joueur fort, soit au moins des assets qui leur permettront par la suite de mettre en place d'autres trades. Ce serait que Green passe un nouveau cap, parce que c'est quand même un des vraiment aspects positifs de cette équipe de Dallas, c'est sa progression cette saison. Voilà, qui passe un nouveau cap. Et derrière, honnêtement, je pense que c'est là où ça va être compliqué de le faire à court terme parce que ça demande du temps, mais finalement, il faut qu'ils trouvent le moyen de renforcer leur équipe en trouvant des joueurs qui sont à la marge, des mecs qui ont été sous-cotés par d'autres équipes, des mecs qui sortent de G-League, des mecs peut-être qui viennent d'Euroleague ou autre, et mettre en place un programme de scouting et de post-formation de ces joueurs pour leur permettre de se développer. Parce que si tu as une défense solide et des shooters, avec Luka, tu peux faire les playoffs. Donc tu peux te relancer en fait. Même faire plus. Oui, non, bien sûr, mais si tu as au moins ça, si tu as au moins ça, tu peux faire quelque chose. La preuve, c'est ce qu'ils ont fait l'an dernier. Alors certes, il y avait Jalen Brunson, certes, il y avait des joueurs comme Spencer Dinwiddie, enfin, tous ces joueurs qui sont partis. Mais finalement, pour moi, c'est le seul scénario pour que Dallas puisse repartir de l'avant et qu'il puisse, repasser la première marche qui les mènera à monter les échelons à nouveau. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, ça passe par une petite révolution de palais. Au niveau du front office et de la direction, parce que pour réussir à faire tout ce que tu dis, il faut quand même, ça se fait pas en un clin d'œil, et il faut peut-être le coach c'est la soupape c'est le mec qui saute aux premières difficultés, donc je pense que Kidd sautera quoi qu'il arrive, mais
Mais il faut que là-haut, il y ait peut-être quelqu'un avec une autre vision et qui réalise que Luka a besoin de cette équipe-là, de ce genre d'équipe-là. Et ça passe par tout ce que tu as dit. Donc je pense qu'il va y avoir même des changements, que c'est pas le meilleur scénario, c'est qu'il va y en avoir quoi qu'il arrive. Sauf scénario miracle qu'on n'a pas vu venir, mais je pense pas. Le problème, c'est même quand tu fais un changement de direction, en fait, ça prend du temps à s'implémenter. J'ai l'impression que, tu vois, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est le bon scénario, mais ça aurait été le bon scénario au moment où Doncic venait d'arriver en 2018. 5 ans en arrière, quoi. Là, j'ai l'impression qu'ils ne pourront jamais faire ça, en fait. Ils vont peut-être quelques années, oser. Ils vont jamais oser parce que ça prend du temps et ça veut dire à ta star, ok, bah là, tu sais quoi, on sera fort, mais dans 5 ans. Et... je pense qu'ils peuvent viser plus rapide court que ça, quand même, avec en repartant ils peuvent viser comme ça, ils peuvent viser un an ou deux, tu vois. Une année de transition et une année où tu es... Franchement, tu vois, même avec un bon effectif, on oublie donc cette histoire de Kyrie, même avec un bon effectif et des shooters, oui, bien sûr qu'ils peuvent être bons. Mais s'ils sortent 3 années de suite en finale de conférence, ou même en demi-finale de conférence, que même la finale de conférence, ça me paraît un peu lointain avec un effectif comme ça, Lucas, il n'est pas là pour faire des demi-finales de conférence. LeBron, il est parti pour moins que ça, les gars. Mais déjà, effectivement, faire des finales de conférence, ça serait déjà beau, parce que tu sais à quel point c'est dur, ne serait-ce que d'arriver jusqu'à ce point-là, quoi. C'est déjà... Kevin Durant, il a quitté le Thunder, il a fait une finale NBA. LeBron, il a quitté les Cavaliers, il a fait une finale NBA. Je vais vous dire, on a très vite rapproché Doncic et Nowitzki. Je ne suis pas sûr que Luka Doncic soit comme Nowitzki. S'il peut faire tout, mais je ne suis pas sûr qu'il affronte vent et marée dans la même équipe. Je ne suis pas sûr qu'on ait exactement... Je te dis pas que c'est un Kevin Durant, c'est un LeBron James. Je pense pas qu'il soit... LeBron James, c'est quand même une de ses vraies influences, d'ailleurs, au passage. Je pense pas qu'il soit rapide à dégainer. C'est pas Anthony Davis ou Paul George. Voilà, je continue dans ma liste d'exemples. Mais je pense pas non plus que ce soit Giannis ou Curry. Très sincèrement, je sais que c'est beau, qu'on aimerait bien. Mais Giannis ou Curry, ils ont gagné aussi. Mais c'est une grosse différence. Giannis, il aurait pu demander son transfert avant. Il a mis du temps. Il a gagné dès sa première finale, mais il a mis du temps à y aller. Je suis pas sûr que Lucas aura cette même patience. Très sincèrement, je me trompe peut-être. Je connais pas assez le gars, mais on n'est pas à l'abri d'un gars qui est capable de demander son transfert 1 an avant l'expiration de son contrat, à mon avis. Ou même juste de se barrer quand il sera agent libre. Parce que la différence, je pense, par rapport à Curry et Giannis, c'est que finalement, même si c'est des joueurs qui ont été très forts assez vite, il y a quand même, finalement, le moment où ils ont pu accéder au final, c'était parce qu'ils étaient encore en train de progresser, de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, entre guillemets. Alors que Luka, tu dis, il est déjà pas si loin que ça d'être peut-être la meilleure version de lui-même. Donc, c'est ce gap-là, en fait. Tu vois, finalement, je pense que pour Antetokounmpo, ça aurait été dur pour lui, peut-être, de pointer l'équipe en disant, ouais, si on va pas au bout, c'est de votre faute. Moi, je suis déjà le meilleur, en fait. Même s'il était déjà très fort avant d'aller en finale. Et pour Curry, même chose, en fait. Mais ouais, ça va être en tout cas pour Dallas, c'est vraiment dommage parce que moi j'ai le sentiment qu'ils ont vraiment tous les membres depuis 2 ans, ou à peu près 3 peut-être. Chaque fois qu'on s'est dit bah là c'est un moment clé de leur histoire, faut pas qu'ils se plantent maintenant. J'ai l'impression qu'à chaque fois ils se sont plantés. Et qu'à un moment, je te rejoins Antoine, je sais pas où en est Luka de son amour avec la franchise, mais il y a un moment où si ça fait trop, ça fera trop. Parce que de toute façon, aujourd'hui, le poids des bagues est tel, la pression autour des superstars est telle pour que valider leur carrière, il faut avoir gagné, qu'il y a un moment, si ça va pas mieux du côté de Dallas, je comprends, ou du moins, on peut s'attendre à ce que Luka soit aussi tenté par l'idée de bouger, quoi. Ouais, ça faudra voir parce qu'il a l'avantage par rapport à des stars américaines. Il peut avoir une soupape avec la Slovénie, des ambitions un peu parallèles qui font que c'est. Je dis pas qu'il va pas le faire, hein, mais je sais pas. Je suis aussi un peu dans le flou. J'ai du mal à savoir ce qu'il attend. Je l'ai jamais forcément entendu beaucoup parler d'un attrait pour les gros marchés. On savait qu'Yanis n'était pas du tout intéressé par les gros marchés. On savait que Curry avait la notion de fidélité. Faudra voir. Ce sera intéressant. J'ai du mal à l'imaginer ailleurs pour l'instant. Je pense que le fait qu'ils soient encore relativement jeunes, malgré toutes ces années de basket, on t'entend moins bien, Shai, par contre. Ouais. Et je pense qu'ils peuvent peut-être gagner 1 an ou 2 encore avec lui. Ouais, de toute façon, là, il est sous contrat. Alors, on sait que ça veut tout et rien dire. Hein. Maintenant, on est bien d'accord pour ça. Je vais vous redire il est sous contrat avec son équipe, donc avec les Mavericks, jusqu'à la fin de la saison 2026-2027. Il a une player option pour cette saison-là. Donc ils ont encore, en théorie, un peu de temps. Mais c'est vrai que tu dis en termes de messages, pour l'instant, c'est pas forcément les bons signaux qui ont été envoyés ces derniers temps, quoi.
Ça me fait penser un peu aux Pélicans avec Anthony Davis, honnêtement. Alors avec un joueur, je pense, encore plus fort au final. Anthony Davis, tu veux dire? Ou Non, Luka? non, Luka est plus Luka, fort qu'Anthony Davis. Mais les Pélicans, et encore les Pélicans avaient réussi à lui trouver Jrue Holiday, mais il y avait un peu, ils étaient constamment dans l'urgence quand c'était pas encore la nécessité d'être dans l'urgence. Et au final, bon, on a vu ce que ça a donné. Il y a des similitudes pour moi. Non, mais c'est intéressant parce qu'à l'inverse, on peut parler de Milwaukee qui avait genre le trade pour Jrue Holiday, c'était un trade important quand même, ils avaient sacrifié beaucoup de choses, mais pour le coup, ils avaient ciblé parfaitement le joueur qui leur manquait pour réaliser leur plein potentiel. C'est le contre-exemple parfait, je trouve, en fait, d'une équipe qui a pris un risque à un moment, en sachant qu'ils avaient une bonne équipe, mais qui n'était peut-être pas suffisamment forte pour vraiment pouvoir aller au bout, et qui a su cibler parfaitement le joueur qui lui manquait pour, en termes d'état d'esprit, de niveau de jeu, de qualité purement basket de ce qu'il apportait sur le terrain. Mais bon, après voilà, hein, c'est pas simple. Hein. Ouais. Je dis pas, c'est toujours facile de jouer le GM dans son fauteuil en regardant les matchs à la télé, mais c'est vrai que le contraste est frappant en tout cas entre ces deux franchises, quoi. Je vous propose qu'on bascule. Allez, on va partir sur un sujet peut-être plus réjouissant. Là, on a parlé d'une équipe qui s'était complètement, qui est en train de se foirer. On souhaite, en tout cas, pour tout le talent dont est fait Luka, que ça bougera. Je vous propose qu'on parle plutôt d'équipes qui peuvent vite créer la surprise l'an prochain. Moi, j'en avais, on en discutait entre nous, on en avait identifié au moins 3. Je vous propose qu'on commence en tout cas par la première, la plus évidente, sans aucun doute, à tel point que ce sera même plus forcément tant une surprise que ça. C'est le Thunder. Pour faire une petite intro, c'est vrai qu'on avait été très attristé d'apprendre la blessure de Chet Holmgren en début de saison, parce qu'on s'était dit un peu vite, au moment où ils allaient enfin gagner des matchs, peut-être avoir des vrais objectifs après avoir joué le Process 2 pendant 3-4 ans, finalement tout retombe à plat. Au bout du compte, on n'avait pas imaginé, comme beaucoup je pense, que chez Alexander prendrait une telle dimension cette année, qui se lèverait à un tel niveau. Moi, j'avais pas forcément imaginé que Daigneault serait un aussi bon coach aussi et qui saurait mettre en place un système qui fonctionne aussi bien. Équipe vraiment passionnante à voir jouer à chaque fois. Il y a des joueurs qui ont du talent et de l'attitude. Ça joue bien au basket, le ballon bouge, etc. Une très bonne draft avec Jalen Williams. Et toi, Antoine, pour revenir, tu as fait un papier sur Basket Session cette semaine pour parler de la progression exponentielle quand même de joueurs au fil de la saison. Bref, tout ça pour dire que dès la saison prochaine, avec le retour, ou les grands débuts plutôt de Chet Holmgren, c'est une équipe qui, moi, me semble vraiment bâtie pour pouvoir faire du bruit, sachant que, à l'inverse de Dallas, le trésor de guerre d'Oklahoma City est hallucinant en termes de futur first pick, etc. Ils ont le luxe de pouvoir cibler des joueurs vétérans pour encadrer leurs jeunes joueurs et de pouvoir les faire venir un peu à volonté, je pense, vu tout ce qu'ils ont en stock. Comment est-ce que vous voyez tous les deux la suite des choses pour OKC ? Je pense qu'ils sont dans une situation parfaite. J'adore leur situation, j'adore comment ça joue déjà maintenant sans complexe. On va voir ce que Holmgren donnera dès l'année prochaine, mais il leur manque juste peut-être un vétéran ou deux qui sont déjà allés loin en playoff dans leur carrière. Parce que Shai Gilgeous-Alexander, il est déjà honnêtement sur un niveau pour être candidat au MVP, au un top 5 MVP, il est déjà capable de le faire, je pense. Josh Giddey, c'est un super joueur. Jalen Williams, il a quasiment relancé la course au rookie de l'année alors qu'on ne s'y attendait pas. Ils ont des stoppers comme Dort. Il y a plein de choses qui sont déjà en place qui font que c'est déjà actuellement une équipe sympa qui est c'est pas impossible de les imaginer faire la surprise au premier tour, je pense. S'ils tombent contre un adversaire qui est un peu moins sûr de ses forces, on peut pas l'exclure totalement. Et l'année prochaine, ça va être, s'ils n'ont pas de blessés, ça va être un régal de voir ce qu'ils vont faire pendant l'intersaison. Avec le trésor de guerre, ils peuvent actionner un trade qui fait venir un super joueur tout de suite, un joueur expérimenté et très fort tout de suite. Et là, attention, ça peut jouer quelque chose de sérieux à l'Ouest très très rapidement. Je pense qu'ils doivent s'inspirer des Cavaliers. Les Cavaliers, l'an dernier, ratent les playoffs de peu, mais se disent « Ok, on est prêt. On a une équipe jeune, mais on est prêt. » Et derrière, ça lâche 4 pics pour faire venir Donovan Mitchell et passer encore un cap. Et un peu comme les Cavaliers, après, tu n'es pas sûr que ça va vraiment jouer le titre. Si je suis sincère, je ne me dis pas que là, OKC va jouer le titre dans 10 ans, dans les 10 ans à venir. T'es dur. En fait, regarde, le raisonnement, il n'y a que 3 joueurs par génération qui te font gagner un titre.
3-4. Là, depuis 2013, il n'y a que Kawhi, Curry, LeBron et Giannis qui ont fait gagner un titre à leur équipe. Il y a très peu de joueurs qui t'emmènent au bout. Il y en a très peu. Il y en a une poignée par génération. Est-ce que Shai Gilgeous-Alexander sera dans ce lot? Je ne sais pas. Mais j'allais pas dire ça de manière péjorative ou pour vraiment rabaisser le Thunder. En fait, dans l'idée, il n'y a pas non. Enfin, de la même façon qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui jouent le titre, qui peuvent vraiment te mener au titre, il n'y a qu'une équipe qui gagne chaque année. Le Thunder, je pense, par contre, peut être en position de faire très mal, très peur pendant longtemps. Peut être une grosse équipe à l'Ouest. C'est pas mal pour un marché comme ça. Hein. C'est pas mal pour un marché qui est parti de zéro. C'est ce que j'entendais parler, en fait. Hein. Vraiment être, oui, quand je dis Thunder, c'est vraiment être là pour bousculer les lignes et jouer au moins la finale. Tu peux jouer des finales de conf, tu vois. Je sais, mais je les vois pareil. Je sais que tu parlais pas forcément de titre. Je dis juste, je me dis pas que tu vois, par exemple, il y a certaines équipes. Par exemple, quand les Celtics ont commencé à grimper, peut-être que les Celtics gagneront pas de titre non plus. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais quand les Celtics ont commencé à grimper, ou même les Bucks avec Middleton et Giannis, tu vois, il y avait un moment où je me disais dans ma tête, eux là, à un moment, c'est sûr, ça va être leur année, tu vois. Les Celtics, on verra parce que à voir, mais potentiellement encore, c'est quand même une équipe qui veut vraiment prétendre au titre. Pour le Thunder, je ne me dis pas encore ça. Par contre, vous l'avez dit, il y a toutes les pièces. Et c'est beau parce que pour le coup, ils sont reconstruits de zéro. Et c'est très ironique que c'est d'ailleurs pas avec que leur superstar n'est pas un de leurs pics, au final, mais un des Clippers. Mais donc, au final, pas un pic obtenu via le tanking. Mais voilà, là, comme vous avez dit très justement, il y a une base de jeunes qui est très intéressante. Gilgeous, Guidé, Jalen Williams, Holmgren, qui je pense peut bien se mixer avec tout ça. Et derrière, avec les pics, en fait, c'est comme disait Théo, on a besoin d'un poste 4 qui connaît et qui s'écarte du cercle. On lâche 2 pics. On en a encore 15. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux comme ça construire, parce qu'au bout d'un moment, les pics, tu n'en auras plus besoin. Tu vas passer un cap, je pense que peu importe qu'ils fassent les playoffs, ça serait mieux qu'ils les fassent cette année, mais en tout cas, je suis quasiment sûr qu'ils les feront l'an prochain. Tu vois? Ça j'arrive à me dire, non, la progression est évidente. Après, je pense que tu peux pas toujours griller les étapes et les Pélicans en sont une preuve, ou même les Grizzlies en font une preuve. Tu passes pas non plus du premier tour au final de conférence ou du premier tour au final NBA. Mais ouais, on a une équipe qui est partie pour durer à l'Ouest aussi longtemps que Shai Gilgeous-Alexander voudra y jouer. Donc ça va être très très intéressant. Dès la saison prochaine, ouais. Ouais, c'est clair, parce qu'en fait, dès la saison prochaine, en fait, avec Holmgren, quel que soit son niveau effectif, ils peuvent pas être moins bons que cette année. Et je pense qu'ils seront, de mon point de vue, sauf blessure, bien sûr, ça on peut pas le prévoir, mais ils seront mathématiquement forcément meilleurs en fait. Leurs jeunes joueurs seront encore plus aguerris. Ouais. Ils vont récupérer un joueur qui est quand même qui a un potentiel énorme et qui pourra que n'apporter. Et en plus, il va arriver dans une équipe où finalement, il n'aura pas besoin de porter tout le poids de l'équipe sur les épaules parce qu'elle est déjà plutôt pas mal cette équipe. Donc je pense qu'en termes de pression, c'est plutôt intéressant. Et en plus, je pense que finalement, la seule difficulté pour OKC, pour les années à venir, c'est de bien gérer en fait, le timing dicté par les contrats. En fait. C'est-à-dire que leurs jeunes joueurs, à un moment, s'ils veulent les garder, ils vont coûter cher. Et donc, c'est ça vraiment qui va dicter, je pense, le timing de leur progression. Après, de là à ce qu'ils puissent gagner un titre, ça, comme tu disais, Antoine, c'est tellement dur de gagner un titre. Finalement... que c'est dur de se projeter là-dessus. En tout cas, tout est vraiment en place, je pense, pour que ça soit une équipe solide, voire très solide, voire pourquoi pas effectivement un contender au titre dans les années finalement dans les proches années en fait. Dans les proches années. Ça. C'est une équipe qui a potentiellement 3 All-Stars, je pense, dans son effectif là. Ouais. Voire 4. Mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de Jalen Williams sur qui tu as fait un papier cette semaine, Antoine, juste pour redonner le contexte, c'est que bon déjà on avait trouvé que c'était un bon pic pour OKC en début d'année, et ce qui est impressionnant c'est sa progression notamment sur les derniers mois qui est exponentielle. Clairement, et qui justement, du coup, là, je parlais de All-Star, de potentiel All-Star, je l'inclus dans ce lot en fait. C'est-à-dire que Shai Gilgeous-Alexander est déjà une superstar, Josh Giddey est amené à devenir une star un peu atypique, mais vraiment très intéressante. Et on ne sait pas encore ce que donnera Holmgren, mais je pense que Jalen Williams, pareil, c'est de la graine de star. C'est-à-dire que un peu vite, ce genre de prospects, des fois, sont catalogués comme un 3&D potentiel. Lui, non, il peut créer balle en main, il est fort en drive, il a un shoot il a déjà de l'adresse au tir, même si je pense que le tir extérieur n'est pas son premier point fort, mais c'est quand même un mec qui tourne à 40% à 3 points, qui est très efficace. Et de mois en mois, il a progressé, il a pas arrêté d'augmenter sa moyenne statistique au point de mois en mois.
Et c'est un mec qui provoque 10 000 fautes offensives par match. Exactement, parce qu'il drive, il est très fort, très athlétique, très long. Je pense qu'il fait partie de... Et chapeau d'ailleurs à Sam Presti, parce que Sam Presti draft essentiellement des projets. C'est ce qu'on connaît au Thunder, où on draft des freshmen ou des mecs qui sont très jeunes. Jalen Williams, il va fêter ses 22 ans. Donc on est sur un joueur qui a déjà fait 3 ans de fac. Et d'avoir eu l'œil pour se dire, non, mais lui, il va très bien compléter le projet. Ils ont un joueur NBA ready, qui, je pense, ces joueurs-là sont souvent... On sait que les franchises ont tendance des fois un peu à les sous-estimer. Alors, je ne dis pas que ça deviendra une superstar, mais je pense qu'il y a un vrai potentiel de All-Star. Et là, tout à l'heure, je parlais de titres. Je disais, ouais, il faut voir qui est celui qui va les emmener. Il n'y a pas non plus 50 joueurs qui peut emmener une équipe au titre. Par contre, il n'y a pas non plus 50 équipes qui ont peut-être 3 ou 4 All-Stars dans leur effectif. Et là, quand tu as ce genre de puissance collective, avec autant de bonnes individualités et un bon staff, tu peux faire très, très, très mal. Et du coup, Jalen Williams, super style, quoi. C'est, je crois, 11e ou 12e choix de la draft. J'ai perdu le classement exact. Je crois qu'il est 12e choix. Voilà. C'est encore une fois un très bon boulot de la part du Thunder, quoi. Moi, ce qui me marque à chaque fois que je le vois jouer, c'est qu'il est bien plus rapide qu'il n'en a l'air. En fait, il a un côté. Tu crois que ça va être un mec un peu nonchalant, un peu mou, etc. C'est bon. C'est la coupe de cheveux. J'allais dire pareil, c'est la coupe de cheveux. C'est ça, les sleepy eyes un peu à la T-Mac. Et en fait, il est ultra rapide, quoi. Je trouve qu'il a une vitesse une tonicité en fait qui est hyper trompeuse, quoi. Super athlétique. Complètement. Super athlétique comme mec, bonne envergure. Une mécanique de tir intéressante. Au-delà de l'adresse, il a une bonne mécanique de tir. Enfin, tu te dis, ouais, ce mec vraiment peut devenir une star, quoi. Ouais, je vous invite à aller lire le papier d'Antoine sur Basket Session. Je vous propose que rapidement, on voit 2 autres équipes, en tout cas, que je trouve vraiment intéressantes. Et moi, je voudrais commencer par les Nets, en fait, qui, je trouve, au bout du compte, s'en sortent pas si mal après le fiasco de la tentative de Super Big Three, Harden, Kyrie et KD. Parce que quand je regarde leur effectif, je vois une équipe qui est blindée de ce qui est sans doute aujourd'hui la denrée la plus recherchée en NBA. C'est des joueurs, des extérieurs qui peuvent attaquer, défendre et qui ont du shoot. Et je trouve qu'ils ont énormément de joueurs avec ce profil-là. Qu'ils ont en Mikal Bridges un joueur qui est en train d'éclore. Finalement, quand il était à Phoenix, il n'avait pas besoin d'en faire plus. Il y avait déjà, surtout de la gestion et le scoring, c'était CP3 et Devin Booker qui géraient, donc lui faisait le reste. Là, il est en train de progresser et de montrer tout ce dont il est capable. Et c'est une équipe qui, au bout du compte, avec ce qu'elle a récupéré, soit en joueurs, soit en assets à venir, je pense, a le potentiel pour pouvoir vite se reconstruire et finalement ne pas devoir repartir par une case 0 de reconstruction où tu repars à galérer au fin fond de la conférence Est en allant chercher en essayant de choper des très hauts tours de draft. J'ai l'impression que c'est une équipe qui, si elle joue bien ses cartes cet été, en ciblant certains profils de joueurs vraiment précis, peut vite rebondir. Je me demande un peu ce que vous en pensez tous les deux. Moi, j'étais assez pessimiste quand ils ont fait le trade ou les trades. J'avais dit que l'urgence me paraissait pas non plus évidente pour KD, tout ça. Par contre, ouais, ce qu'ils ont fait depuis, la façon dont joue Mikal Bridges, les joueurs autour, c'est vraiment très bien. Même bon, là, ça commence à se tasser un peu, les résultats sont moins bons, c'est un peu plus compliqué. On ne sait pas s'ils vont réussir à faire le play-in. Mais ouais, pour l'avenir, tout va dépendre, à mon avis, de Bridges. Est-ce qu'on le considère comme un joueur qui est ta première option? Est-ce qu'ils vont pouvoir trouver la star ou le mec plus fort que lui capable de faire passer un autre cap au projet? C'est juste ça. J'attends de voir Bridges sur plus que cet échantillon et avec d'autres ambitions que celle-là, parce que là, ils n'avaient pas tellement de pression à l'instant T. Ils n'ont pas tellement de pression avec KD qui s'en va, Kyrie qui s'en va. Tu leur demandes même pas de se qualifier en play-off. Moi, je m'attendais même pas à ce qu'ils soient encore compétitifs à cet instant de la saison, finalement. Donc j'attends. Ça va beaucoup dépendre de Bridges, que j'adore, mais dont je suis pas sûr que ce soit ton franchise player, en fait. Ah bah, c'est pas grave. Oui, c'est pas ce que je voulais dire. Il y en a qui le pensent, et c'est pas non plus scandaleux de l'imaginer, parce que là, le mec te claque des matchs à 40 points tout en étant le défenseur exceptionnel qu'on a déjà vu depuis quelques saisons. C'est pas scandaleux de se dire un mec comme ça, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Tu peux le penser. J'attends de voir s'il peut le faire sur la suite. Ou alors s'ils arrivent à avoir le joueur autour avec lui qui est d'un statut supérieur et qui peut leur faire passer un cap. Je sais pas quel joueur ça peut être, c'est ça aussi.
Moi, je pense comme toi, Shai. Je pense qu'effectivement, ce ne sera pas un franchise player, mais je pense qu'au final, pour les Nets, de retrouver un mec qui se développe comme ça et qui éclore et qui va devenir un Ouais, c'est All-Star, génial. c'est incroyable. En fait, ils sont dans la même situation que juste avant d'avoir fait venir Kyrie et Ouais. Durant, Exactement. c'est-à-dire avec une équipe parfaite pour des stars sans la vraie star pour aller au titre. Mais je pense encore plus fort en fait qu'à cette époque, parce que je crois plus en Bridges qu'en D'Angelo Russell, parce que je pense Oui. qu'il y a des meilleurs éléments et des éléments plus jeunes qu'à l'époque. Je crois plus en Cameron Johnson qu'en Caris LeVert. Alors oui, il n'y a pas de Jarrett Allen, mais Nicolas Claxton est quand même très intéressant comme Complètement, pivot. Donc, c'est une des super et c'est surprises de la peut-être un saison d'ailleurs. futur peut-être aussi Absolument. lui aussi un futur All-Star dans un rôle atypique, pas dans un All-Star qui marque des points, mais dans un All-Star à la Jarrett Allen, justement, défenseur, capable de rouler, progression en playmaker, etc., qui prend des rebonds, qui a un impact, quoi. Donc, en fait, ils ont une équipe très intéressante qui, effectivement, moi, je pense comme Théo, eux, en fait, les Nets, ils vont pas retaper le fond. Alors oui, on sait que le milieu du tableau, c'est parfois un peu dur, mais quand tu es au milieu du tableau, par définition, tu peux descendre d'un coup, tout comme tu peux monter d'un coup selon ce qui se passe. Je pense que Sean Marks est quand même un très bon dirigeant. Ils ont été trop tendres. Je pense que Sean Marks a été trop tendre avec Kevin Durant et Kyrie Irving, mais je pense que c'est quand même un vrai bon dirigeant qui a vraiment fait du bon boulot à Brooklyn. Si par hasard, il y a une star qui à un moment veut venir à New York, mais pas au Knicks, parce qu'il y a James Dolan ou pour X ou Y raison, les Nets seront placés. Ils auront une belle équipe. Et ça, c'est très fort après cet épisode. C'est-à-dire que là, on aurait pu se dire qu'après Kyrie et Durant, ils allaient partir pour 3 ans de, je sais pas, horrible. Et au final, non, il y a déjà de raisons d'être enthousiaste. Même l'épisode Ben Simmons, finalement. Ouais, toujours partie de l'effectif. Et qui ne fera pas partie du projet. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est acté. Il ne fera pas partie du projet. Je suis même pas sûr qu'il reste dans l'équipe cet été. C'est fini. Non, il va partir. À Brooklyn, c'est fini. Tout dépend tout dépend de la sévérité de son problème au dos et de la véracité du problème. Si c'est, parce que non, parce qu'en fait, tout simplement parce que si c'est un vrai problème au dos, personne va vouloir le prendre. Donc personne va mettre un trade en place pour le récupérer. Et Brooklyn a tout intérêt, si vraiment c'était simplement, alors avec tous les guillemets qu'on veut, parce que les problèmes au dos c'est très problématique, mais si jamais c'était vraiment ça qui l'handicapait et qui pouvait revenir, de toute façon Brooklyn là sous contrat, à court terme, je vois pas pourquoi à moins qu'il y ait un preneur. Si quelqu'un vient et dit on vous donne des choses qui renforcent votre équipe, en échange on prend Ben Simmons, je comprends. Mais sinon il va rester à Brooklyn, je vois pas comment il pourrait ne pas être à Brooklyn. Moi, je pense qu'il y a même un moment où ils vont peut-être larguer un pic pour pouvoir s'en séparer et pour faire de la place dans le cap. Moi, je suis plus dans. Mais je suis pas. Oui, mais je suis pas sûr qu'il y ait preneur à court terme en fait. Tu vois, je pense qu'il y a encore des équipes. S'il y aura des équipes qui sont prêtes, à mon avis, si tu donnes tu donnes un atout, c'est-à-dire que tu ne prends pas des joueurs forts en échange, par contre, tu donnes l'atout pour t'en séparer. Genre le Jazz ou des équipes en reconstruction, des marchés qui auront du temps et qui auront. Même si Brooklyn, par définition, a aussi du temps, mais j'ai l'impression qu'au net, ça marche. Mais de toute façon, ça colle même pas avec l'effectif en place. Ça fait plusieurs semaines qu'on dit que Simmons, pour se relancer, il a besoin d'un petit marché, de peu d'exposition. Pour moi, ça va se passer comme ça. Tout le monde sera content. Les Nets vont réussir à s'en débarrasser sans trop de pertes. Et l'équipe, une équipe peut-être moins ambitieuse et plus discrète, l'aidera à se relancer. Je pense qu'il y a peut-être un scénario positif pour tout le monde au bout du compte. J'espère pour lui. Non, dans tous les cas, en fait, ce qui est super vrai, c'est le parallèle avec les Nets d'avant l'arrivée de KD et Kyrie, parce qu'en fait, ils ont un coach qui est respecté par l'équipe, qui a remis en place un sentiment de culture. Alors, je sais que le mot est pas mal dévoyé dans le sport, mais c'est un peu l'impression que ça donne quand même. T'as des joueurs, comme on l'a dit, qui sont pas des stars, mais qui ont l'air de trouver plaisir à jouer ensemble et à vouloir être compétitifs, et qui sont un peu revanchards aussi, des joueurs qui ont été tradés plusieurs fois, qui ont envie de montrer que finalement ils ont de la valeur. Et il y a pas mal de polyvalence dans cette équipe. Je pense qu'à court terme, en fait, je vois pas forcément Mikal Bridges comme un franchise player ou comme le meilleur joueur d'une équipe qui joue le titre. Par contre, si c'est ton deuxième joueur, je pense que c'est vraiment très fort. Ah oui, c'est énorme. Vraiment très fort. Et que finalement, cette équipe de Brooklyn, telle qu'elle est construite, j'ai l'impression qu'il lui manque pas grand-chose pour ne serait-ce que dès l'an prochain, alors pas être contender au titre, mais se placer parmi les prétendants aux 4-5 premiers spots à l'Est, ce qui était, je pense, moi, ce que j'avais pas du tout vu venir en début de saison, quand je voyais le Brooklyn qui partait en vrille. Et ça, je trouve ça intéressant. Personnellement, j'ai l'impression que ce qui leur manque à court terme, vraiment, pour pouvoir avoir
passer un cap dans la sérénité. Je pense qu'il leur manque un grand quand même de qualité, un grand qui puisse apporter du scoring parce que Claxton est très fort défensivement, mais c'est vrai qu'il reste fluide en fait. Il reste très fin, très léger sur ses pieds. Finalement, ils ont aucune densité au poste 4-5 dans cet effectif. Je pense qu'il leur manque un point d'ancrage, mais que derrière, si tu rajoutes un point d'ancrage à cette équipe qui peut switcher dans tous les sens, jouer du jeu rapide, avoir de l'adresse de loin, qui a des scoreurs, des défenseurs, des créateurs qui sont pas mal du tout, je pense que c'est une équipe qui peut vraiment, qui dès l'an prochain peut être bonne. Et comme tu le disais Antoine, finalement Sean Marks, je pense que c'est un très bon dirigeant. Il a fait des paris qui étaient culottés, on va dire, mais qui me semblent pas irraisonnables en fait. Si tu peux honnêtement, si on met de côté les aspects d'ambiance de vestiaire sur le terrain, si tu peux aligner James Harden, Kyrie Irving et Kevin Durant, quel dirigeant de NBA parmi les 30 équipes ne le fait pas quoi. Donc c'est des paris qui n'ont pas marché, mais je pense pas que au bout du compte c'était pas des paris. Je pense que c'est des paris qui se justifiaient et qu'au bout du compte Brooklyn s'en sort beaucoup mieux que j'aurais imaginé. Et il va en refaire cet été, Sean Marks, il va être actif. Faut s'attendre à ce que les Nets, justement, ils renforcent cette équipe qu'on est en train de voir là et qui est déjà super intéressante. Marks est excellent. Il y a pas... Le problème, c'est la latitude que lui et la direction et le front office ont laissé aux stars. Et il y a eu des bouquins dessus pour documenter tout ce qu'il y a eu autour. Et c'est pas que Marks a fait ce qu'il a pu sur le plan sportif et autour, c'est autre chose. Donc, je pense qu'on va voir du bon recrutement pour les Nets. Et je m'y attendais pas non plus. Je m'attendais vraiment à une période un peu dark. Et finalement, ce sera pas le cas, je pense. Après, si je peux me permettre de nuancer un peu, un poil, je me demande aussi s'ils vont pas quand même peut-être tenter de se séparer de leurs vétérans. Parce qu'au final, maintenant qu'ils ont Bridges, Johnson, Claxton, Cam Thomas, ils peuvent quelque part se dire, bon, c'est pas très grave non plus si on est plus 7-8 que 4-5. Mais moi, je les vois plus autour de 7-8, 9 que 4-5 l'an prochain. Après, ça dépendra évidemment du recrutement. Ça ne m'étonnerait pas qu'il largue quelques vétérans pour récupérer quelques autres pièces d'avenir. Je ne serais pas surpris. Mais c'est jouable. L'Est, au final, on sait qu'il y a des mastodontes et que derrière, c'est ouvert. Donc au final, si les Nets recrutent bien, il y a effectivement, je pense vraiment un scénario où ils terminent 4 par exemple, tu vois. S'ils se disent non, c'est maintenant, on veut jouer maintenant, effectivement, ils ont déjà la base, tu as peut-être 2-3 mecs à recruter et clairement, tu es dans la course pour avoir l'avantage du terrain en playoff. Je me demande, est-ce qu'ils vont pas temporiser un poil. Mais peut-être que je me trompe. C'est une question. C'est plus une question qu'une prise de position, en fait. Je me demande quelle direction ils vont opter pour la saison prochaine. Non, mais c'est une question que tu as raison de le souligner, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que finalement, ça sera un choix. Exactement. C'est un choix, c'est pas par défaut, quoi. Et c'est un choix. Il y a beaucoup d'équipes qui aiment avoir ce luxe-là, exactement. Ouais. Allez, on finit avec une dernière équipe à l'ouest. Je voudrais qu'on parle vite fait des San Antonio Spurs. Alors là, ça dépend quand même. Enfin, ils ont moins les cartes en main. C'est-à-dire que je pense que ça dépend vraiment de ce qui va se passer le soir de la loterie. Plus même que le soir de la draft. Mais c'est le soir de la loterie, je pense que c'est la journée la plus importante de la saison pour San Antonio. Mais là encore, j'ai l'impression que c'est une équipe qui a beaucoup d'éléments qui sont déjà en place. Et il manque une star, bien sûr, il manque un joueur de premier plan, mais que si ils arrivent à récupérer un joueur, donc forcément on pense à un top 3, et s'ils chopent un top 3 de la prochaine draft, c'est une équipe qui peut vite être compétitive à nouveau à l'ouest. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Il y a un truc que j'avais sous-estimé. Je pensais honnêtement que Pop était vraiment sur la fin et qu'il avait perdu un peu le goût... peut-être pas le goût, mais l'espoir de rejouer quelque chose d'important. Et j'ai lu un article ce week-end où il explique à quel point c'est passionnant pour lui de coacher des mecs aussi jeunes et qui sont pas déjà tout faits comme les joueurs qu'il avait avant. Et donc je pense qu'il va en tout cas pousser pour que l'équipe devienne plus compétitive petit à petit, et il accompagnera ce projet dont on parle, que ce soit avec Wembanyama ou avec d'autres joueurs autour, parce que on voit des joueurs, les joueurs intéressants que sont Vassell, Keldon Johnson. Autour, il y a des trucs sympas, et j'ai juste moins de certitude que pour les équipes dont on vient de parler, parce qu'il y a un petit peu moins de pièces qui sont déjà en place. Mais le simple fait que Pop me semble un peu revigoré me donne plus d'espoir que ce que j'en avais jusque-là.
Moi, je suis partagé. D'un côté, si je prends le 5, Trey Jones, Devin Vassell, Keldon Johnson, Jeremy Sochan, Victor Wembanyama, j'ai envie de voir ça clairement. Je me dis que cette équipe, elle va valoir. Je pense que Wembanyama va être, et je dis vraiment pas ça parce qu'il est français, parce que je suis absolument pas chauvin. Je pense que ça va être le real deal. Je pense vraiment que c'est le genre de mec, il va arriver en NBA et son équipe, elle va pas faire les playoffs, peut-être pas, c'est pas ça que je suis en train de te dire, sauf s'il tombe dans certains scénarios, mais je pense que c'est un mec tout de suite, il va pas claquer 20 points dans une équipe qui gagne 15 matchs. Je pense que c'est du 20 bons points, 20 bons points minimum, et une équipe qui en gagne au moins 30. Tu vois, c'est genre vraiment, je le vois déjà, ça a un impact tout de suite. Donc oui, s'il y a des mecs, tu vois, par exemple, moi j'aime beaucoup Devin Vassell, mais je pense qu'il n'est pas amené à être un franchise player. Je trouve que Jérémy Sochan est un joueur incroyable et très atypique qui peut être ultra intéressant à côté d'un Wembanyama. Donc voilà, sur le papier, ces pièces-là, coachées par Pop, forcément, je suis intrigué et je suis excité. Après, je me demande si on n'est pas biaisé par les Spurs. Est-ce qu'on est sûr que les Spurs, c'est vraiment tant une si bonne organisation que ça? Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je sais pas, tu vois, je ne sais pas si on n'est pas un peu influencé par l'histoire. J'ai confiance en Pop, j'ai confiance dans l'ensemble dans les Spurs, mais c'est pas non plus l'équipe qui a le mieux géré le dernier cas de Josh Primo. Tu vois, il y a quand même eu quelques petites zones un peu sombres. Après, voilà, c'est une équipe. Enfin, ils ont montré quand même qu'ils draftent bien. Keldon Johnson, Jérémy Sochan, je peux redonner les noms. Mais bon, voilà, je pense que ça reste une très bonne franchise et du coup, oui, je suis excité, mais voilà, au final, je vais reprendre ta phase. Peut-être j'ai moins de certitude parce qu'il y a moins de pièces en place, quoi. Ouais, bah, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je notais l'importance du soir de la draft, en fait. Et comme toi, Antoine, je pense que Victor Wembanyama, c'est un joueur qui peut vraiment avoir un impact. Pas simplement faire des stats, mais qui peut vite avoir un impact. Et je pense que si ça devait être San Antonio, ça serait parfait parce que c'est une équipe qui joue déjà très bien au basket, qui a des joueurs qui sont intéressants et surtout qui sait développer ses joueurs, quoi. Et quand je vois tout ça, je me dis qu'il y a de quoi faire une équipe. Alors, je dis pas que l'an prochain, ils vont se taper, se frayer une place jusque dans le top 4 de la conférence Ouest. Hein, c'est pas ça que je dis, mais je pense qu'avec vraiment un joueur, alors il faut un joueur générationnel, enfin, ou du moins un joueur très fort. San Antonio, on le sait, a eu peu de chance, peu de fois l'occasion de drafter très haut. Ils ont eu une fois la bonne année pour choper Tim Duncan. Derrière, ils ont réussi à mettre en place un trade avec le 15e pick pour récupérer Kawhi Leonard. Mais 2 fois, ils ne se sont pas plantés, quoi. Et 2 fois, ça a payé. Et là, je pense que s'ils récupèrent un choix aussi, s'ils arrivent à choper un des 2 premiers picks, ça peut vraiment vite être une équipe intéressante. Comme vous, on en parlait un petit peu, vous en aviez parlé dans la late session la semaine dernière. Je m'étais permis de commenter un petit peu, mais sur Jérémy Sohan, moi j'y crois à fond. Je pense que c'est vraiment un joueur qui a un potentiel énorme, qui peut vraiment vite être très fort. Donc quand je vois tout ça mis bout à bout, ben, je me dis que c'est... Voilà, il y a de quoi faire pour San Antonio. Et je pense que c'est une vraie bonne franchise. Tu parlais du cas Josh Primo. C'est vrai que ça a été mal géré. C'est vrai qu'effectivement, de ce qui est ressorti, je pense que ça n'a pas du tout été géré de la bonne manière. Par contre, ils ne se sont pas trop plantés sur les joueurs, quoi. Depuis toujours. Non, Quoi. Et ils ne se trompent pas sur les joueurs. Derrière, ils ont un coach qui sait de quoi il parle. Et encore une fois, c'est quand même une vraie académie de jeu. C'est quand même 2 des éléments les plus importants, je pense, quand tu essaies de construire une équipe de basket, quoi. Et juste pour revenir sur Primo, au final, je trouve que dans la situation compliquée que ça a été, ils en sont finalement plutôt bien sortis parce que la plainte a été retirée. Alors, c'est une entreprise américaine, hein, il y a la culture du secret, de la volonté de ne pas balancer sur la place publique et d'essayer de gérer le linge sale le plus discrètement possible. Mais au final, alors ça a coûté la présence de Primo. Hein, bon, c'était pas non plus c'était pas la superstar annoncée en NBA, c'était un jeune talent. Au final, je trouve que ça s'est un peu dilué, qu'on n'en parle plus trop et ils ont plutôt rebondi correctement et qu'il n'y a pas d'autres problèmes que ça pour l'instant. Donc, j'ai toujours confiance dans la solidité de la structure Spurs, en tout cas, des infrastructures qu'ils ont en place. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de dire que pour Wembanyama, ce serait parfait parce que c'est pas une franchise dysfonctionnelle, donc il n'y aura pas de drama inutile et de questions bizarres dans le front office. Et en même temps, il y a déjà des joueurs qui savent bien jouer au basket et qui ont eu le droit à 1 an, voire parfois 2 ans de développement avec Popovic. Et ça n'a pas de prix, quoi. C'est clair. Et du coup, je viens d'apprendre qu'on disait Sohan. Ouais, c'est un polonais, c'est un nom de famille polonais. Sohan, ils disent. Toi, tu nous la faisais en mode arrière droit du FC
du UFC Sochaux. Après, pour l'organigramme, je crois qu'ils ont changé leur GM. Hein, si je dis Ouais, plus... comment il s'appelait? C'est plus RC Bufford. Non, hein. non, Bufford, ça fait quelques années déjà qu'il est. Mais il est bon, Ouais. il est là sans être là. Hein, on est content. On sait qu'il est. Oui, il est passé, je sais plus, il a un autre poste maintenant Oui, dans la Ouais. franchise. Il doit être Plus haut, ouais. CEO ou. Le GM, c'est Brian Wright apparemment. C'est lui Ouais. c'est lui qui était un peu en première ligne sur l'affaire Primo parce qu'il n'a pas trop. Il n'a pas tenu compte des plaintes et tout ça. Voilà, c'était un peu lui qui est. Je sais pas s'il est encore en place. Ça faudrait qu'on vérifie. Bon, je vous propose qu'on ferme la page sur ça. Voilà. En tout cas, 3 équipes qui seront tous les coups vraiment intéressantes à suivre l'an prochain. Nous, vous pouvez retrouver Shai et Antoine avec Benjamin Moubèche demain soir, donc mardi soir pour la late session comme d'habitude. Nous, on se retrouve pour le podcast la semaine prochaine. D'ici là, vous savez que sur Basket Session, vous avez toute l'info. Si vous n'avez pas encore commandé le MOOC spécial Jordan, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil, voire de le commander tant qu'il en reste. Voilà, Shai qui le montre à l'image, parfait. Ah, nice. Voilà, n'hésitez pas à nous faire des retours. On a vraiment été hyper touchés par ceux que vous avez pu nous partager. Continuez à le faire, on les repostera avec grand plaisir. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. 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 The game is out there, and it's either play or get played.